On vous retrouve, chers invités. On parlait du Mali. Nous sommes toujours sur le dossier du Mali, la levée des sanctions. Quelle contribution de la médiation togolaise? Mais bien avant d'aborder ce prisme, on va parler de la levée des sanctions économiques et financières. Et c'est vous, Horus Donkovi, c'est vous qui aviez la parole. Oui, donc je disais que non, que il faut pas s'auto-mutiler. Parce que en fait, si vous voulez, en tout cas, personnellement, quand j'observe les choses, on est un peu dans, dans des projections très grasses pour l'Afrique, mais à condition que celle-ci se les approprie. Lorsque tout à l'heure on parlait de la CEDEAO et ainsi de suite et tout, il faut quand même que les gens comprennent que l'Afrique dans laquelle on est actuellement, c'est une Afrique où, lorsque vous mettez même votre enfant à l'école et que votre enfant passe ses diplômes, ou que vous avez des enfants qui veulent verser dans la création d'entreprises, ainsi de suite, les startups et tout ça, mais les projections qui sont pour vos enfants ne se limitent plus à vos frontières nationales. C'est ça, c'est-à-dire votre enfant peut être diplômé à Lomé, travailler à Dakar, peut être diplômé à Accra, travailler à Lagos et tout ça. C'est vers cela qu'on s'achemine. Et tous ceux qui investissent en Afrique le constatent. Quand vous avez des investissements, c'est pas syriens, libanais, européens, américains, ainsi de suite, vous verrez des gens qui ont leur boulot à Cotonou, qui vivent à Lomé, qui ont leur succursale à Abidjan, qui font du business à Bamako et ainsi de suite. Et il faut que les Africains s'inscrivent dans cela. Donc il faut qu'au niveau des États, au niveau des gouvernements, on fasse bien comprendre ça aux populations. Parce que les frontières, stratégiquement, en réalité, n'existent plus, si ce n'est que pour la perception des douanes. On est condamné à ce qu'il y ait un flux constant. Il faut qu'un entrepreneur togolais puisse avoir des champs au Mali, puisse avoir des champs au Burkina, puisse avoir sa succursale à Accra, puisse avoir sa maison à Lomé, et ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe. Vous le verrez, parfois je dis, nos populations sont dynamiques au point parfois de dévancer les gouvernants. Vous avez actuellement à Lomé des gens qui habitent à la frontière au Ghana, qui travaillent au Togo, qui font du business au Bénin, et qui de temps en temps sont à Ouaga et à Bamako. Donc, lorsqu'on présume faire des sanctions, il faut que les gouvernants comprennent qu'ils ne sont plus déjà dans les frontières qu'ils ont sur leur papier. Il n'y a plus ça. Ils ne peuvent même pas se le permettre. Parce que économiquement, si on veut vouloir faire, comme par exemple on voit des États comme le Togo qui sont très arc-boutés sur les chiffres, et ce n'est pas seulement le Togo, vous verrez la Côte d'Ivoire, le Sénégal et ainsi de suite, mais le chiffre là, ce chiffre de projection économique et financière, si vous voulez réellement le booster, mais vous êtes condamné justement à avoir une population dynamique, efficiente et offensive. Et vous ne pouvez donc pas vous permettre de vous couper de toute la force productive du Mali, de son potentiel économique et ainsi de suite. Actuellement au Togo, nous avons des routes qui sont faites. Les routes qui sont faites, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui le fait, il est du Burkina. C'est pas un Togo, c'est un Burkinabé. Si pour qu'il puisse grossir son affaire et que vous puissiez percevoir des taxes, que vous puissiez absorber les étudiants, tous les ingénieurs et ainsi de suite qui vont vouloir travailler dans ce... Mais il faut qu'il ait la latitude de pouvoir faire son business. Donc, soit on le comprend actuellement et on s'inscrit dans un développement de l'Afrique qui profite aux Africains, soit nous-mêmes on se saborde, on s'automutile, et ce sont les autres qui investissent le pays, et ça ne sera que, loi de la nature, où le plus gros mange le plus faible. Doyen Fioclo Dangbenou, on va parler de la contribution de la médiation du Togo. On sait qu'entre-temps, les autorités maliennes ont sollicité celle du Togo pour la médiation avec la CEDEAO, parallèlement à la médiation même de cette dernière, dirigée par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. Alors, après la levée des sanctions, on peut se poser cette question. Quelle est la contribution de la médiation du Togo, par exemple? À ma connaissance, je sais que le gouvernement togolais, sous l'égide de son président, M. Forest Somzina Yassingbe, a joué un grand rôle dans la crise malienne. Il y a les Maliens même, la junte même qui a sollicité l'aide du Togo. Le tout-puissant ministre des Affaires étrangères
se déplacent souvent dans ce cadre et nous savons que c'est le Niger, le Nigeria, un troisième pays dont j'ignore le nom tout de suite, qui était réticent pour que les choses se passent bien pour la levée des sanctions. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que unanimement, les pays de la CEDEAO sont tombés d'accord pour cette levée des sanctions et je peux dire que la contribution togolaise a porté ses fruits. On a vu le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, à Lomé. Comme Fioclou l'a dit, son homologue togolais était souvent à Bamako. Même question à vous. La médiation du Togo a porté ses fruits. C'est indubitable, Germain Pouli. Oui, le Togo a joué et va continuer à jouer un grand rôle dans la normalisation de la situation au Mali parce que le Togo est déjà au niveau d'un comité de suivi de la normalisation de la situation au Mali. Et il y a une réunion qui a eu lieu l'an dernier ici avec les autres partenaires, et également occidentaux. Une trentaine de milliards avaient été immédiatement débloqués pour soutenir les actions donc au Mali. Et parallèlement à cet effort-là, le Togo s'investit personnellement. Et on a vu en plein embargo aérien sur Bamako comment, au retour d'une prestation de serment, le chef de l'État s'est retrouvé à Bamako, alors qu'on disait que toutes les frontières étaient fermées. Et on a compris quand même que déjà à ce niveau-là, le président togolais, même s'il n'avait pas l'onction, l'investiture officielle de la CEDEAO, travaillait à pouvoir harmoniser les deux positions qui paraissaient assez tranchées. Et c'est fort de cela que parallèlement à la médiation menée par Bouhari, les Maliens cherchaient un autre médiateur au sein de la CEDEAO. Jonathan Goodluck. Oui, Goodluck, plutôt l'ancien président Goodluck, qui est le médiateur officiel, qui a fait plusieurs voyages au Mali, dont les Maliens eux-mêmes ont cherché leur médiateur au sein de la CEDEAO. Ça a été difficile, mais je pense que le président togolais a fait un travail de personnalité, d'expérience. Je ne sais pas, pour avoir été peut-être à l'ombre de son feu papa, qui a été quand même un grand médiateur dans des crises. Il a vu très tôt que la CEDEAO allait dans le mur en restant intransigeante sur les sanctions et sur la durée de la transition. Et il est aussi allé vers les personnes les plus influentes de la CEDEAO, celles qui pouvaient comprendre un peu son approche, à commencer par Ouattara. Donc il l'a convaincu, il a essayé de faire ce travail-là. Et il l'a fait, et je le disais tout à l'heure, l'actualité internationale aussi a joué en sa faveur. Parce qu'au même moment, on le disait, on le déplorait, quand Macky Sall se déplace en Russie pour négocier un certain nombre de choses et la levée des sanctions, on ne comprend pas pourquoi ce même Macky Sall sera pour des sanctions dans la sous-région ouest-africaine. Donc, tout ça a finalement donné raison au président togolais qui estimait qu'on ne peut pas seulement jouer sur les sanctions. Les sanctions n'étaient pas la seule solution, qu'il faut ouvrir le dialogue. Et donc, ça aussi a fait que le Mali aussi a fléchi un peu, parce qu'il y avait quand même des voix qui, au sein de la CEDEAO, comprenaient un peu la situation au Mali et l'injustice dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que certaines sanctions étaient illégales, tout simplement, d'autres étaient justifiées, mais on met tout ça dans le même paquet. Et donc, le président a fait ce travail-là. Et je pense qu'après la rencontre de juin, en tant que médiateur, ça n'a peut-être pas été officiel, mais il y a eu cette rencontre entre lui et les Maliens avant que les Maliens l'annoncent finalement leur proposition de raccourcir leurs ambitions et de proposer donc un délai de 24 mois à commencer de mars, je pense, à partir de mars. Donc,
pour nous, le président togolais, à partir de ce moment-là, avait réussi. Et je parlais des Américains tout à l'heure, on ne les entend pas du tout dans cette crise. Mais quand les États-Unis se prononcent et félicitent les autorités maliennes et demandent à voir le contenu de la transition, parce que ça, c'est ce qui les intéressait, ils veulent que ce soit une transition inclusive. Et donc, ça voudrait dire déjà que la médiation sollicitée par le Mali a plus abouti que celle qui a été mise en place par la CEDEAO. Mais c'est l'actualité qui a joué énormément en faveur du Mali, parce que les Africains se sont rendus compte, mais on se punit nous-mêmes. Comme les autres sont en train de se punir en punissant la Russie, et puis on peut discuter, et puis voilà, et de 4 ans, ils ont fait un effort pour revenir à 24 mois. C'est un pas qu'on peut saluer et avancer comme l'a souhaité les Américains. Donc c'est un succès. Après, il faut aussi saluer l'esprit d'écoute des autres présidents de la CEDEAO qui finalement et unanimement, même les plus réticents, ont été d'accord pour qu'on lève ces sanctions-là. Maintenant, l'autre paire de manches, c'est le succès de cette transition-là, avec les exigences de la CEDEAO qui voudraient qu'aucun membre de l'équipe dirigeante de la transition ne soit candidat à la prochaine élection. Horus Donkovi, à quel moment du feuilleton, selon vous, vous avez senti l'impact de la médiation du Togo? Alors, l'impact... mettons que je pense qu'il y a l'annonce officielle de la médiation du Togo. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus officieux. Alors, l'annonce officielle, je pense que tout le monde le voit. C'est-à-dire, on nous annonce que le Togo s'investit dans la médiation. Après, on nous parle, on voit la délégation malienne qui arrive à Lomé. Bon, on voit notre chef d'État qui, d'habitude, beaucoup plus introverti, s'affiche beaucoup plus publiquement et prend beaucoup plus la parole, et ainsi de suite. Et petit à petit, on aboutit à ce que l'on sait maintenant. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus officieux qui est de l'ordre de l'agacement. Je m'explique. Si vous voyez la plupart des pays africains, que vous prenez le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina, ainsi de suite, vous avez remarqué qu'à un moment, on était vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de des projections économiques fructueuses. Donc on était vraiment dans la guerre des chiffres, avec une évolution des chiffres, et ainsi de suite, et beaucoup de perspectives d'investissement, notamment dans l'économie, le financier, les infrastructures, et ainsi de suite. Et on va remarquer que la dynamique, elle est stoppée net par, c'est certes des problèmes internes relatifs à tout ce qui est élection et tout ça, mais surtout par le Covid. Donc le Covid sur 2 ans va faire qu'on va se retrouver avec des perspectives économiques qui sont stoppées et des États qui sont obligés de s'endetter, des moratoires sur la dette et ainsi de suite. Et à peine la crise du Covid terminée, on retombe dans une nouvelle crise qui est celle, qu'on hérite des frictions entre la Russie et l'Ukraine, je dirais entre la Russie et les États-Unis et les Européens, qui va se répercuter sur nous, où on nous enjoint à beaucoup plus encore de prêts, où il faut peut-être négocier un nouveau moratoire, où on nous parle d'inflation et de famine, après nous avoir parlé 2 ans d'hécatombe sanitaire au niveau de l'Afrique. Donc il y a quand même, je pense, au niveau de tout un ensemble de chefs d'État qui sont très arc-boutés sur la chose financière et économique, et qui étaient beaucoup dans la projection de chiffres, beaucoup plus dans, la perspective d'un accroissement économique et ainsi de suite. Il y a un agacement dans le fait que, à un moment, on enjoint, si vous voulez, toute la sous-région, en tout cas les sous-régions africaines, à s'auto-saborder. Parce que l'ironie de cette histoire, c'est que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, et s'il n'y avait pas eu la crise inflationniste qu'on a actuellement, en réalité, les États africains seraient à un essor pas possible. Parce que ce serait le refuge. On serait vraiment dans des progressions économiques faramineuses. Mais ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a un chef d'État qui est agacé par cela. Un chef d'État qui est agacé par le fait qu'on puisse mettre du sable dans son attiéké, comme on dit de façon triviale. Parce que du jour au lendemain, il se retrouve avec une crise de Covid.
qui s'aborde ces perspectives, et il se retrouve avec 75 milliards, peut-être plus, sûrement plus, qu'on lui ôte de sa caisse. Bizarrement, ils ont presque les mêmes perspectives. Pardon? Ils ont presque les mêmes perspectives, les chefs d'État. Africains, mais oui, effectivement, oui. Mais si vous remarquez d'ailleurs la plupart des nominations de chefs d'État, vous verrez que si ce ne sont pas des banquiers, ce sont des hommes d'affaires. Ou soit ce sont des gens qui ont fait des études en économie. Le chef de l'État a fait des études en économie. Le Patrice Talon est un ancien homme d'affaires. Vous prenez Macky Sall. Macky Sall était dans l'agriculture, mais qui dit agriculture dit agroalimentaire. Vous prenez Ouattara, c'est un ancien banquier, et ainsi de suite. Donc, ce sont des chefs d'État qui sont dans des projections libérales de l'économie. Et par conséquent, il y a cette exigence du chiffre. D'où vous allez remarquer que au sein de nos économies, tout est formalisé parce que on est dans une projection, tout est chiffré, tout est... Donc, alors, lorsqu'à un moment, vous avez des crises qu'on ne vous explique pas, on vous met au courant, vous avez une situation sécuritaire où on vous expliquera, on vous met au courant, et que maintenant, votre budget, il est sabordé parce que justement, ceux qui ont le conflit ne peuvent même pas avoir la latitude de choisir les alliances qu'ils souhaitent. Mais vous êtes agacé. Mais lui, il n'a pas envie de se retrouver avec un budget qui est occulté de 75 milliards et quelques chaque année, alors même qu'il a une population qui est observatrice de tout ce qui se passe. Il y a une inflation galopante, il y a un problème politique à résoudre, mais il n'en a pas du tout envie. Donc à un moment, il y a un choix. Soit il reste passif et ne dit rien, ou soit il va au front et effectivement va revêtir son statut de doyen des chefs d'État au courant d'un certain nombre de choses avant même que ses prédécesseurs, avant même que ses collaborateurs de la CEDEAO n'accèdent eux à la place qui est la leur. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait pour dire, mais écoutez, bon, amusez-vous, mais amusez-vous sans foutre le bordel dans la sous-région. Alors, doyen, les chefs d'État ont précisé que conformément à la charte, les militaires de la junte ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que aujourd'hui la CEDEAO a ses regards tournés vers cette charte? Selon vous, quel rôle le président Faure Gnassingbé peut jouer à ce niveau? C'est de faire respecter cet article. Parce que, à écouter M. Brou ce matin sur RFI, Jean-Claude Cassibro, il a bien précisé qu'on a fait la levée des sanctions économiques et financières. Par contre, la suspension du Mali des institutions financières reste d'actualité. Là, on revient au format initial, celui qui est appliqué presque à tous les pays qui ont fait des coups d'État. Voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? La situation telle qu'elle est, le Mali est en train de réécrire une constitution. Et surtout, on ira aux élections avec la charte. Est-ce qu'ils vont mettre un article qui va sauter ce verrou? C'est là le point d'interrogation. Oui, c'est là où se trouve le point d'interrogation. Le chef de l'État togolais doit tout faire, Germain Pouli, pour éviter encore d'autres méli-mélo, si on peut le dire, entre la CEDEAO et puis le Mali. Bon, je pense le premier rôle qui est celui de la médiation sollicitée par le Mali, il a joué avec brio. Maintenant, comme je le disais, le Togo, le pays qui a été choisi pour coordonner un peu la normalisation de la situation au Mali. Il y a le volet politique, mais il y a le volet économique et financier. C'est vrai qu'on a dit tantôt le Mali n'a pas souffert des sanctions, mais ce n'est pas tout à fait ça. Le Mali en a vraiment souffert et il va souffrir encore de cette instabilité-là si, après, les bailleurs de fonds ne financent pas cette junte parce qu'elle serait, par exemple, elle irait aux élections et que finish un colonel est élu et qu'on dise mais il n'est pas reconnu, ça va ouvrir une autre crise. Elle ne sera pas aussi âpre que celle-là, mais elle peut avoir des conséquences économiques assez difficiles pour le Mali. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, sur ce plan-là de la normalisation de la situation, aura également son rôle à jouer. Et d'habitude, ce qui se fait, c'est que ceux qui dirigent la transition ne sont pas candidats.
à l'élection, parce que c'est eux qui vont organiser l'élection. Il ne peut pas être jugé parti à la fois, à moins que le colonel décide dès maintenant de démissionner et de laisser quelqu'un conduire la transition pour qu'il puisse être candidat. Je crois que c'est ce qui est en train de s'imaginer dans certains laboratoires donc au Mali, où il va vouloir violer cette exigence de la CEDEAO et créer une autre crise, où il va l'accepter et faire comme un autre Malien aussi, qui même s'il a mal fini par la suite, avait quand même fait preuve de grandeur en laissant après le pouvoir au civil après avoir fait un coup d'État à Moussa Traoré. Donc il pourrait... Vous avez parlé de sa popularité tout à l'heure. Il peut revenir à Assimi Goïta. Voilà, donc il pourra revenir après, parce que ce temps-là a fait que plusieurs Maliens, beaucoup plus aussi d'Africains, se sont retrouvés derrière lui. Mais ça ne suffit pas. Après, il y a des politiciens de carrière, des gens qui ont créé des partis politiques, qui aspirent aussi à venir au pouvoir à travers les urnes et qui ont travaillé pendant longtemps pour cela. Je pense que logiquement, Assimi Goïta ne doit pas être candidat, parce que c'est lui qui conduit la transition, mais il peut faire un forcing et le faire, au risque de créer une autre situation. On ne peut pas dire si elle sera plus grave que celle qu'a vécu le Mali ou qui est en train de s'achever, mais ça va créer une autre situation. Et je pense que pour lui-même, il ferait mieux peut-être de positionner quelqu'un dans ses rangs qui a les mêmes visions que lui, qui puisse passer et continuer ce qu'il a déjà entamé sous la transition, mais partir de militaire au pouvoir à travers les urnes, ça va être une équation assez difficile. Aller directement comme ça, là, de son treillis aux urnes et à la présidence, ça va être assez difficile. Maintenant, est-ce qu'il va comprendre qu'il peut s'éclipser et revenir, ou est-ce qu'il a forcément besoin de revenir? Moi, je ne pense pas. Il a tracé une voie qui peut être assez suivie. Il a pris des décisions courageuses dans le sens de la souveraineté du Mali, qui ont été appréciées dans son pays, et que je pense que notre président malien qui arrive au pouvoir, logiquement, devrait continuer dans ce sens, parce que derrière, il y a une bonne partie de la population qui apprécie cela. Après, on ne sait pas quelles sont les ambitions réelles de Goïta. Est-ce qu'il va vouloir forcément démissionner à quelques jours de l'élection, se muter en civil, battre campagne comme un chef de parti politique, parfois créer un parti politique. On l'a vu avec les Robert Gueye en Côte d'Ivoire, qui ont créé des partis politiques. Les Dadis Camara ont tenté de le faire, mais l'expérience a montré que tout ça finit mal. Quand on force du treillis pour arriver par les urnes, c'est assez compliqué. La situation malienne peut être particulière, on ne sait jamais, mais je crois que, étant jeune, et après tout ce qu'il a fait, il mérite de peut-être diriger le Mali un jour, mais peut-être pas directement, et c'est à lui de prendre la bonne décision. Horus Donkovi, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que, si vous voulez, au risque de choquer, pour moi, si vous voyez par exemple le concert de la CEDEAO qui réagit, c'est à cause de deux choses. La première des choses, les gens gesticulent à cause du problème économique, de ce qu'entraîne l'instabilité du Mali sur le plan financier, économique et sécuritaire. Et la seconde chose, c'est parce que, effectivement, il y a des intérêts obscurs qui sont occidentaux, qui sont capitalistes, qui sont néolibéraux, qui influent dans la sous-région. Mais en réalité, si ce n'est que la chose politique, tout le monde s'en fout. C'est ça. C'est-à-dire, si Goïta prenait le pouvoir, qu'il n'y a pas de gesticulation, qu'il n'y a pas de... les gens, ils n'en ont rien. Parce que pour eux... Derrière Goïta, on peut voir des puissances. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que en réalité, c'est que des pays comme le Mali, comme le Niger, comme la Guinée, sont à des positions très géostratégiques. Mais en réalité, les voisins, quand ils réagissent, ils réagissent pas dans la volonté d'intervenir foncièrement dans la politique malienne. C'est un problème malio-malien. Par contre, la vérité, c'est que quand ce problème-là
ce problème de gouvernance au Mali va avoir des répercussions financières, économiques sur leur propre pays, des répercussions sécuritaires sur leur propre pays, ben, donc ils interviennent. Sinon, en réalité, s'il ne s'agissait, bon, ils ne seraient pas intervenus. Donc le problème, quand vous avez même au Togo, quand vous voyez les gens qui réagissent, c'est plus parce que, ok, c'est économique, c'est financier, et que parce que effectivement, il y a des puissances qui sont agacées de certaines démarches du gouvernement malien. Et quand vous avez ces puissances qui sont vos alliés, ben forcément, vous devez intervenir. Sinon, non, vous verrez que l'exemple tchadien le montre bien. Il n'y a pas eu d'intervention. Personne n'a réagi, personne n'a bruissé. Ils ne sont pas de la CEDEAO. Non, ils ne sont pas de la CEDEAO. Mais à peu près, après, c'est l'espace francophone, c'est l'espace africain. Non, mais la CEDEAO, ça a été constant. Non, ça a été constant. Vous voyez, en Guinée, ça a été condamné. On a exigé la libération d'Alpha Condé, tout ça, c'est la même chose. Au Burkina Faso. Voilà, en Gambie, il y a jamais tout ça. Ils interviennent. Ça n'a rien à voir. En fait, je crois qu'il y a des présidents comme Macron qui ont donné l'impression de donner des ordres à la CEDEAO. Quand ils disent... Non, dans l'exécutif, ce n'est pas le cas. Non, en matière de coup d'État, déjà, par principe, les présidents de la CEDEAO n'ont aucune envie qu'on les chasse par les armes. Donc, ils condamnent d'office. Et ils sont contre le coup d'État. Maintenant, c'est le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. C'est-à-dire que la CEDEAO aussi aspire, le pays aspire à être des démocraties. Non, mais si on laisse les gens arriver... Le coup d'État constitutionnel, il n'a rien dit. Non, c'est vous qui appelez ça le coup d'État constitutionnel. Quand une révision de la Constitution est faite, si elle est faite vraiment normalement... Dans les normes, vous voulez dire? Il n'y a pas un coup d'État constitutionnel. Mais le coup d'État dont on parle... Les coups de force, quel que soit le pays, ce n'est pas spécifiquement africain. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit... Oui, enfin, ce que je suis en train de dire... Lorsque vous avez un coup de force, c'est lorsque les populations déconnectent avec le respect de leurs droits fondamentaux. C'est là où vous avez des révoltes. Non. Les coups d'État, les renversements et tout ça viennent quand, par exemple, les populations se sentent flouées. Lorsque vous avez des populations qui se... Lorsque vous avez des populations qui se reconnaissent... Ils prennent le pouvoir. Non, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. C'est comme au Soudan, ça se voit. Vous voyez, au Soudan, vous avez actuellement des personnes dans la rue qui sont massacrées. Lorsque vous avez des populations qui se reconnaissent dans le processus démocratique, dans les élections, ainsi de suite. Vous n'avez pas ce problème-là. D'abord, il n'y avait même pas de démocratie dans nos pays. C'est quoi? Et le problème des politiques, parce que tout à l'heure, tu parlais des politiques de métier. Le problème avec nos politiques de métier, c'est qu'ils veulent singer le politique de métier occidental, en oubliant que nos partis politiques ont un problème de dette de sang. À la tête, des militaires, vous préférez des militaires? Non, ce que je veux dire tout simplement, c'est que le problème malien, il est malien. Donc il se réglera. Non, il n'est pas malien. Il est malien. Les autres interviennent parce que ce qui se passe au Mali trouble leur stabilité économique, financière et sécuritaire. Sinon, ils ne s'en mêleraient pas. Alors, doyen, on a encore une minute. On va aller vite. Cela veut dire que la médiation du chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, n'est pas encore finie. Oui, la médiation n'est pas encore finie. Elle a porté le premier fruit, il reste le deuxième fruit. Et ce deuxième fruit, c'est de dire au colonel Goïta qu'il ne dépose pas sa candidature et qu'il ne toque pas le coup à la transition. Germain, en quelques secondes, mot de fin. Oui, non, c'est ça. Je crois que c'est le protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance. La CEDEAO, c'est d'abord économique. Mais maintenant, c'est politique. Vous voyez qu'ils s'intéressent aux élections. Ils ont fait même une feuille de route. Oui, donc ils ont même fait une feuille de route pour le Togo, Guinée-Bissau, tout ça, c'est la CEDEAO. Donc aujourd'hui, ils s'intéressent. Non, maintenant, le problème, c'est qu'il faut que le dirigeant soit élu. C'est pour ça que cette sanction n'est pas levée. Tant que le président malien n'est pas élu, il ne participera pas aux réunions de la CEDEAO. Vous voyez, parce qu'il n'est pas démocratiquement élu. Ça, c'est sur la démocratie. La communauté avant tout économique, mais maintenant, elle se dirige vers la bonne gouvernance et la démocratie. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci également à l'autre journaliste, le doyen Fioclou à Dankplenou. Passez souvent nous voir. Vous êtes directeur de publication de l'enquêteur, Auris Donkovi. On est toujours ensemble. Merci beaucoup à vous. Vous êtes activiste panafricain. Merci également à nos chers amis câblés. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. Excellente semaine à tout le monde.